La clairette apporte sa structure, la fraîcheur et l'équilibre en bouche. Et le viognier, ramassé à bonne maturité, amène tout son côté aromatique qu'on apprécie dans le viognier, l'abricot, euh, et tout ce côté un peu fruité et gourmand qu'on peut retrouver dans le cépage. Voilà. Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain. Je suis Florian. Je suis Antoine. Nous sommes 3 copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Début juin 2024, l'appellation Côtes-du-Rhône organisait un grand événement à Paris pour mettre en avant ses vins blancs. Sous la houlette de 3 excellents sommeliers, Marie Vaudéqui, Florent Martin et Xavier Tuisa, ce fut l'occasion de redécouvrir la formidable diversité des styles de blanc dans cette région. Qu'ils soient vifs, fruités ou généreux, j'eus de nombreux coups de cœur. Alors quand les responsables de l'appellation me proposèrent un partenariat pour partager cela avec vous, chers auditeurs et chères auditrices, impossible de refuser. Quelques jours plus tard, je suis donc dans le train, direction Avignon. Au programme des réjouissances, un passage par Rasteau au domaine des Escaravailles où Madeleine Ferrand produit de grands Côtes-du-Rhône blancs. Je poursuis ensuite ce tour d'horizon par une déclaration d'amour à la clairette avec Jean-Marie Amadieu à Gigondas. Mais commençons tout de suite cet épisode par une rencontre avec Philippe Pélaton, président d'Inter-Rhône et de la maison Sinae à Laudun, pour discuter des tendances de consommation et du développement des vins blancs des Côtes-du-Rhône. Alors une interprofession recouvre une grande région viticole, donc son périmètre à Inter-Rhône part du sud de Lyon avec les vignobles célèbres de Condrieu et Côte-Rôtie, descend le long du Rhône en passant par l'Hermitage, Gros-Hermitage, Saint-Joseph, Saint-Péray-Cornas, et descend sur la partie méridionale sur 4 départements, Gard, Vaucluse, Drôme-Ardèche, sur des appellations à la fois régionales, Costières de Nîmes, Luberon, Ventoux, Côtes-du-Rhône, mais également des crus comme Gigondas ou Tavel, pour ne citer que ces deux. Donc c'est un périmètre qui est large. L'interprofession a un fonctionnement, fonctionne sur ces deux jambes, je dirais, puisqu'il y a la famille de la production, au travers d'organismes représentatifs qui représentent les vignerons, en fait, et notre organisme qui est le syndicat du négoce, donc ici en région, ça s'appelle l'Union des maisons de la vallée du Rhône, qui représente l'intégralité des metteurs en marché, et donc l'interprofession fonctionne sur ces deux familles. Donc l'ensemble des décisions se prennent à l'unanimité des deux familles. Si une famille n'est pas d'accord, on ne peut pas avancer. Donc on recherche en permanence le consensus entre ces deux familles. Et les trois missions régaliennes des interprofessions sont la partie technique. Donc tout ce qui concerne le vignoble, son suivi, ses pistes d'évolution, les réflexions autour du changement climatique, autour des cépages résistants, autour de l'adaptation de nos cépages aux nouvelles tendances de consommation. Donc toute cette partie technique qui est pilotée par un organisme technique qui s'appelle l'Institut Rhodanien, qui est basé à Orange, une partie économique, donc où on traite l'intégralité des statistiques, soit d'enregistrement des contrats interprofessionnels pour sortir des statistiques volumétriques et en valeur sur le positionnement d'une appellation, et l'ensemble des études que l'on peut mener, l'analyse des panels de distribution et ou des analyses prospectives en France ou à l'international. Donc ça sont des missions, je dirais, des back-office qui permettent de définir une stratégie de promotion et de communication qui reste le cœur de métier de l'interprofession chez nous. Donc la majorité des budgets sont engagés sur la promotion, et donc nous déployons pour l'ensemble des appellations de la vallée du Rhône des plans d'action en France, sur le 3 circuits de distribution, que peut être le no-tourisme, donc vente directe, le circuit CHR ou la grande distribution, et sur l'intégralité des pays sur lesquels nous avons mis en place des plans d'action. En accord avec les professionnels, en accord avec les vignerons et les négociants, nous déployons ces plans d'action pour le compte des appellations. Voilà, donc c'est globalement le fonctionnement aujourd'hui. Les 3 missions régaliennes, c'est un organisme qui
a un budget de l'ordre de 23 à 24 millions d'euros annuels et 14 millions sont dédiés à la promotion aujourd'hui en fait. Alors Côtes-du-Rhône est une appellation segmentée verticalement. On y retrouve 4 niveaux aujourd'hui. Donc la base, normalement c'est une pyramide, on va dire plutôt bien faite, c'est-à-dire que la base est plus large que le haut. Donc on a un effet effectivement raréfaction de la production et de l'offre quand on est sur le haut de la pyramide. C'est pas toujours le cas dans toutes les régions. Donc ça veut dire qu'à chaque étape, les contraintes de production, les exigences sont plus fortes et donc finalement on réduit le potentiel de production et on réduit le volume mis sur le marché. Donc on a un vrai phénomène de premiumisation en montant dans la gamme Côtes-du-Rhône. La base de la pyramide, on reste l'appellation donc Côtes-du-Rhône régionale, là où c'est Côtes-du-Rhône régionale, qui aujourd'hui, alors sur les 3 couleurs confondues, est autour de 1 200 000 hectos à peu près. Premier niveau avec ce qu'on appelle un Côtes-du-Rhône village, qui est une exigence supplémentaire par rapport à Côtes-du-Rhône. On va tourner autour de 200 000 hectolitres de vin à peu près. Donc là, on a des exigences en matière de définition du vin et de rendement qui sont plus réduits. L'étape d'après, c'est un Côtes-du-Rhône village avec des noms de communes ou des lieux-dits qui sont encore une fois une exigence supplémentaire et on commence à faire du parcellaire. Donc on va avoir une identification d'une commune à une autre avec des spécificités d'une commune à une autre. Donc on va retrouver un engagement vigneron beaucoup plus fort dans ces démarches-là et la volonté de mettre à l'honneur un terroir plus spécifique. Et le Graal, après, c'est le passage en cru des Côtes-du-Rhône. Ce passage en cru, il était soit à l'origine des appellations dans les années 30, soit c'est une capacité pour un Côtes-du-Rhône village de devenir cru des Côtes-du-Rhône quand il a atteint, je dirais, une vraie notoriété, image et ses lettres de noblesse qui lui permettent d'intégrer donc cette 4e catégorie. Donc dans cette catégorie, on va y retrouver pêle-mêle Côte-Rôtie, Condrieu, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage, voilà, des appellations du Nord, Saint-Péret, Cornas, mais également les crus du Sud que peuvent être Gigondas, Vaqueras, Kéran, Vin Sobre, Rasteau, Baume de Venise, Tavel, Lirac. Voilà, donc ça c'est le périmètre large des crus. Donc une pyramide à 4 étages et chaque fois des volumes de production plutôt contraints. Alors je pense que vous avez bien compris la pyramide des appellations dans le Rhône. Concentrons-nous maintenant sur les Côtes-du-Rhône blancs. Quelle est la tendance de consommation et la demande sur les différents marchés ? On a eu donc une croissance de la production des blancs, je vous disais autour de 5 à 6% par an. Voilà, donc plutôt des choses qui fonctionnent à aujourd'hui. Les marchés répondent également, que ce soit le marché export où l'ensemble des circuits de distribution en France, et y compris la grande distribution, on était encore à plus 8 cette année en grande distribution sur les Côtes-du-Rhône blanc. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a une appétence et une demande sur ces produits-là qui bénéficie, de ce qui est la consommation globale des vins blancs en France et dans le monde. Donc il y a effectivement une bulle en la matière avec une demande de vins blancs. Bon, c'est lié bien sûr à des modes de consommation également, plutôt des viandes blanches aujourd'hui. C'est le goût des consommateurs qui a changé ? Ouais, le goût des consommateurs. Je pense qu'il y a une vraie... Je crois qu'il y a une vraie amélioration également du profil de vin. Souvent, on avait des blancs qui pouvaient, je dirais, avoir des tendances à l'oxydation, à la lourdeur. Voilà, donc ils pouvaient perdre en fait ce côté très agréable que l'on retrouve aujourd'hui avec beaucoup de fraîcheur, de tension et de minéralité qui appellent notre verre au final. Et donc c'est ce qu'on recherche. Et avec une capacité également d'avoir plusieurs profils de vin qu'on est arrivé aussi à identifier chez nous qui répondent à plusieurs tendances de consommation et plusieurs moments de consommation. Donc c'est un vrai travail, un vrai business plan et un vrai business model autour de ce que peuvent être les blancs, à la fois sur un plan technique et également commercial, sur des tendances de consommation qui sont là et qui sont fortes. On retrouve les 3 piliers de l'interprofession, c'est pour ça que c'est un dossier qui est assez séduisant à monter. On retrouve les analyses économiques par le service économique, on retrouve la projection et les propositions techniques par l'Institut Rodinien et la prise en main de ce dossier technico-économique par le marketing et la presse qui en fait la promotion. Donc oui, on a une vraie belle dynamique sur cette couleur. On n'a pas prévu de blanchir la région au-delà d'un certain volume pour l'instant. Donc on s'est donné une ambition. Je vous disais que globalement la vallée du Rhône est à
12% aujourd'hui de blanc, ça pèse à peu près 220 000 hectos de production blanc. On s'est donné un objectif à 300 000 hectos en 2030. Ça sera certainement un palier et un point d'étape. Encore une fois, si on le met, 300 000 hectos de blanc versus 2 200 000 hectos produits et commercialisés dans la région. On voit, on est toujours sur des tendances à 15% à peu près. Donc voilà, c'est pas une révolution. On renonce pas à ce que nous sommes sur les vins rouges et la part que représentent les rosés, mais rapidement, on pourrait considérer que le blanc détrône le rosé chez nous et devienne la deuxième couleur après le rouge, ce qui est quand même malgré tout une petite révolution. Comme tu l'as dit, il y a une diversité de styles de vin qui est faite par la diversité des terroirs et des cépages que vous avez à votre disposition et donc des assemblages que vous pouvez faire. On peut avoir des vins plutôt vifs, on peut avoir des vins plutôt fruités et gourmands et d'autres avec un peu plus d'onctuosité, de générosité et de complexité. C'est quoi les itinéraires techniques qui permettent d'arriver à ces grands styles de vin dans les Côtes-du-Rhône? Quand on a posé la stratégie blanc dans la vallée du Rhône et dans les Côtes-du-Rhône, on a réfléchi effectivement à comment on pouvait, à notre niveau interprofessionnel, non au niveau de l'entreprise, prendre la parole sur les blancs. Et l'occasion nous a été donnée, en tout cas nos réflexions nous ont mené à évoquer effectivement plutôt que de parler directement de cépage ou d'appellation, de parler plutôt de profil de vin. Donc on a fait des dégustations à l'aveugle avec des jurys experts et des jurys pros et on est arrivé à identifier effectivement 3 profils qui étaient existants dans les Côtes-du-Rhône et qui fonctionnaient en fait. Voilà. Donc, parce que le choix des opérateurs les avait amenés à faire un profil plutôt vif et frais, qui reste produit je dirais plutôt sur une vision apéritive, des choses tendues que l'on boit entre copains rapidement. On a identifié d'autres profils sur des choses plus fruitées, gourmandes, un peu plus larges en bouche, qui vont plutôt être des profils que l'on va mettre plutôt sur un plat, à table. On va retrouver un peu plus de chair à l'intérieur. Et puis après, il y a des vins qui sont des vins d'élevage, beaucoup plus complexes, qui ont une capacité à être gardés, et avec, encore une fois, une vraie évolution positive dans le temps. Donc ces 3 profils ont été posés comme une base de travail, de réflexion et de communication au niveau interprofessionnel. Encore une fois, c'est un grand sablier tout ça, donc nous on pose le cadre général, c'est un cheval de Troie, et chaque entreprise, chaque appellation, à un moment donné, se saisit en fait de cette thématique-là. Donc il s'agit pour les opérateurs de savoir s'ils peuvent faire les 3 ou s'ils se positionnent plutôt dans l'un ou dans l'autre des profils. Mais effectivement, sur les premiers profils, on va être sur du grenache blanc, on va être sur des stratégies presque rosées avec des notes d'agrumes à l'intérieur, donc plutôt des maturités un peu plus faibles. On va aller chercher, on va garder de la tension, garder de l'acidité, de la vivacité pour avoir quelque chose qui est très plaisant en bouche, très vif. C'est là qu'on va y retrouver des cépages plus vifs comme le roll. Donc c'est des choses comme ça sur ces cépages-là sur ces profils-là qui sont intéressantes pour nous. Vin simple à boire, frais, entre copains, debout autour d'un tonneau, des choses comme ça, très 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 simples. Quand on va passer sur cette catégorie fruité gourmand, bien sûr, il va falloir un peu plus de chair et un peu plus de matière. Donc, on va monter en complexité dans les assemblages. C'est là qu'on va retrouver toujours ce grenache blanc parce qu'il est traceur chez nous et ça reste le cépage majoritaire et le cahier des charges en est ainsi. Mais on va commencer à retrouver de la clairette qui va venir et qui va amener cette tension et corriger un peu le grenache. Et on va retrouver des cépages plus structurants comme la roussanne ou le vionnier qui vont apporter à la fois de l'aromatique mais également plus de largeur en bouche et de longueur en fait. Donc là on va complexifier un petit peu les assemblages et avoir quelque chose qui va être plus riche en bouche avec plus de commence à avoir plus de notes de si on était sur des notes de fruits blancs sur le premier, on va être sur des fruits jaunes, des choses un peu plus maturées. Et après les vins d'assemblage, les vins d'élevage, qui eux vont bénéficier soit d'une vinification en barrique, soit d'un élevage en barrique. Alors barrique s'entendant
soit de barriques de 200 litres, soit de 400 litres, soit des contenants plus grands, mais qui vont nous permettre de passer sur des notes de miel ou des notes d'évolution. Ce qui est intéressant, et quand on a fait toutes les dégustations, c'est que on a cette vraie capacité à la garde des blancs. Ça aussi, c'était intéressant parce qu'on a toujours cette idée que les blancs devaient être consommés très rapidement derrière la récolte et dans les premiers mois de l'année qui suivait. Et en fait, on s'aperçoit qu'en travaillant ces profils-là, on a une vraie capacité de garde. Alors bien sûr, on le savait par les grandes appellations du Nord, par exemple, type de l'Hermitage blanc ou du Condrieu. On sait qu'il y a une vraie capacité de garde. Et ça a plutôt été une surprise dans le sud de la vallée du Rhône. On a effectivement une vraie capacité à proposer une gamme de produits. On peut proposer effectivement. Alors c'est vrai que au-delà de ces profils, on pourrait presque y loger le millésime. Sur des vifs et frais, on va être sur le millésime de l'année. Sur des vins fruités gourmands, on peut passer de l'année, mais à l'année qui suit, et donc avoir 18-24 mois de vin dans la bouteille. Et sur les choses plus complexes, on peut monter à plusieurs années. Donc c'est intéressant d'avoir cette gamme de produits. Les volumétries peuvent être différentes, bien sûr, en fonction des marchés et des marchés que l'on veut attaquer. C'est évident que le cœur de marché reste plutôt le fruité et gourmand aujourd'hui. C'est un produit qui correspond, qui remplit beaucoup plus de cases et qui coche beaucoup plus de cases que des grands vins d'élevage que l'on va sortir dans des occasions un peu particulières. Mais voilà, c'est quelque chose qui était intéressant en matière de structuration de gamme pour nous. Et au-delà des Côtes-du-Rhône qui remplissent bien sûr ces 3 cases, on s'est aperçu que l'ensemble des appellations de la vallée du Rhône cochaient également ces 3 cases et qu'on pouvait avoir, au-delà d'une appellation ou l'autre, ramasser finalement l'ensemble de la production dans ces 3 catégories. Donc concept très très intéressant pour nous, qui nous permet aujourd'hui de présenter une gamme de vins, je dirais légèrement décorrélée de l'appellation en tant que telle, et pour aller vraiment sur des occasions de consommation et avec des profils adéquats. Je quitte l'Audin et la maison Sinaé pour aller à la rencontre de Madeleine Ferrand au domaine des Escaravailles. Ce domaine réputé de Rasteau produit depuis des décennies une part importante d'élégants Côtes-du-Rhône blancs qui ont la gueule du lieu où ils sont produits. Là, on se situe devant notre parcelle de grenache blanc et de clairette que mon arrière-grand-père avait planté à l'époque. Et toutes ces vignes-là, on les chérit énormément. Vous exploitez quelle superficie aujourd'hui ? On exploite 50 hectares sur différentes appellations. La majeure partie est sur Rasteau. On a 30 hectares d'un seul tenant autour du domaine, ce qui est une force pour notre domaine. Après, on a un peu moins de 10 hectares sur Queyranne. Et après sur Villedieu des Côtes-du-Rhône et une parcelle au Plan de Dieu. Alors, vous êtes un domaine qui est reconnu pour ses vins blancs, pas que, mais aussi pour ses vins blancs. C'est quoi la proportion de vins blancs que vous faites aujourd'hui ? Aujourd'hui, on fait 20 à 25% de blanc, ce qui est pas mal pour la région parce qu'en général, on tourne plutôt autour de 5 à 10% maximum. C'est quelque chose qui nous a toujours tenu à cœur, enfin surtout à mon père, parce qu'à l'époque, je pense qu'il a été visionnaire dans le sens où il a cru au potentiel des blancs du Rhône et il a voulu planter dès la fin des années 90, début 2000, des blancs sur Rasteau, sur nos terroirs autour du domaine, justement à 350 mètres d'altitude, parce qu'on a des argiles, on a les terroirs pour et on a la fraîcheur, justement. C'est quoi un bon blanc des Côtes-du-Rhône ? Alors ça, c'est assez subjectif comme question, mais un bon blanc, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir quand même l'aromatique, mais d'avoir de la fraîcheur. Et ce qui peut être un enjeu un peu compliqué maintenant avec le réchauffement climatique, c'est d'arriver à garder cette fraîcheur et des beaux équilibres dans les blancs. Que les degrés ne montent pas trop, que le fruit ne soit pas trop confituré, trop mûr. Tout ça, c'est vraiment beaucoup de travail. Finalement, on a l'impression que le blanc, c'est facile à faire, mais pas du tout. La fraîcheur dans les vins, c'est souvent associé à l'acidité. Pourtant, c'est pas ce qui caractérise les vins blancs du Rhône, l'acidité. Malgré tout, on a de la fraîcheur. Comment est-ce que on retrouve cette fraîcheur dans des vins qui ont une acidité modérée ? Oui, en effet, il n'y a pas que l'acidité. Je pense que c'est un tout. Je parlerai déjà, nous, on aime bien travailler les amers sur les vins pour justement accentuer un petit peu cette fraîcheur, une profondeur aussi. Le choix du cépage est important.
La chance qu'on a dans le Rhône Sud, c'est d'avoir justement une palette de cépages en blanc disponible. Et il faut piocher, par exemple dans le Bourboulinque, dans la Clairette, dans des cépages qui apportent un peu plus de fraîcheur, ou pas forcément d'acidité analytiquement parlant, mais de la fraîcheur à la dégustation. Alors ici, tu l'as dit, il y a du grenache blanc, il y a de la clairette. Vous avez d'autres cépages à votre disposition ? On travaille aussi beaucoup de roussanne et marsanne. C'est la majeure partie de nos cépages ici à Rasteau. Par contre, on se rend compte que la roussanne ne supporte pas le réchauffement climatique et souffre beaucoup plus que la marsanne. Donc ça, c'est à réfléchir aussi, dans le sens où nos cahiers des charges nous imposent d'avoir de la roussanne. Donc on a le grenache blanc, la clairette. On travaille un tout petit peu de vionnier, mais ça c'est sur une parcelle. On n'a qu'une seule parcelle sur Villedieu. La parcelle vraiment la plus haute du domaine, bordée de bois, qui est très tardive. Et ça donne des super vionniers justement qu'on met sur notre cuvée haut de gamme. Et après on s'amuse, on a d'autres cépages, mais ça c'est hors cahier des charges. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est un bon secteur à blanc ici ? Notre force à Rasteau, c'est la mosaïque de terroirs. Et le fait qu'on n'est pas sur une plaine, mais au contraire, on est sur des terroirs complètement différents, avec des vallons, des collines. Et justement, cette force vient des différentes expositions, des différents terroirs, différents types de sols. Donc, parce qu'ici, on a beaucoup d'argile. L'argile, c'est une force parce que c'est notre réserve en eau. La plupart du temps, nos vignes ne souffrent pas de stress hydrique et arrivent à des maturités parfaites au cours des vendanges. Grâce à ces argiles, donc il y a différents types d'argiles, on a des argiles bleues, des argiles jaunes, des argiles rouges. Elles ont toutes des caractéristiques différentes, mais ça peut donner des bons terroirs à blanc, surtout sur les parties un peu plus calcaires. Mon père, à l'époque, avait choisi justement les parties les plus calcaires pour planter nos blancs, et aussi des expositions très importantes, donc plutôt exposition ouest ou nord. Mais tout dépend. Et pas mal de bordures de bois, justement pour protéger ces parcelles également. Donc en fait, si je comprends bien, les cépages blancs, ils vont bien plutôt sur des terroirs un peu frais, avec de l'argile qui permet de conserver de l'eau, d'avoir un sol relativement froid, et aussi des expositions, alors au moins pour l'exposition nord, avec une exposition au soleil et à la chaleur qui est moins importante. Oui, voilà, exactement. Après, bon, c'est sûr, on n'a pas forcément que des expositions nord, il faut faire avec ce qu'on a. Mais après, ce qui est important, c'est de gérer la culture, enfin, de gérer le vignoble et aussi la date de vendange. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que on arrivera à avoir plus ou moins de fraîcheur dans nos vins. Mais par exemple, là, sur Kéran, on a planté 1,5 hectare de blanc cette année sur 4 morceaux. Et ces 4 morceaux, on les a bien étudiés, on a fait des études de sol et on a également regardé les expositions. Et en fonction de ces 4 morceaux, on a planté 4 cépages différents. Plutôt les cépages tardifs sur des parcelles un peu plus exposées, un peu plus au soleil. Et les cépages un peu plus précoces, au contraire, un peu plus à l'abri pour que justement ils soient prêts un peu plus tard. C'est lesquels, les précoces et les tardifs ? Tu veux nous expliquer un peu plus en détail ? Alors, les précoces, moi je dirais plutôt que la roussanne, maintenant, à cause du réchauffement climatique, il faut vraiment la surveiller. Et ce qui peut être un peu poser problème, c'est les coups de soleil qu'il peut y avoir sur les grappes. Donc ça, nous, on préfère les mettre sur des endroits plus abrités, justement. Également le grenache blanc, à faire très attention parce que ça peut vite monter en degrés. Et voilà. Et pour ce qui est de la clairette et du bourboulin, là, on a préféré des parcelles un peu plus exposées parce que justement, c'est des cépages un peu plus tardifs. Donc, pour avoir une maturité un peu plus complète. Parce que vu que déjà on est en altitude, si on les met trop à l'abri, sur des terroirs un peu plus frais, c'est pas sûr d'arriver à la maturité optimale, quoi. Et est-ce que tu envisagerais éventuellement de tester d'autres cépages qu'on peut retrouver ailleurs dans la vallée du Rhône et qui ont plus ou moins disparu, on va dire, mais qui pourraient être remis au goût du jour avec ces nouvelles conditions climatiques ? Le problème reste le cahier des charges. Si on sort du cahier des charges des Côtes du Rhône, on ne pourra plus avoir l'appellation. Donc après, à nous de mettre en avant le produit. Mais c'est vrai qu'à l'export, par exemple, c'est compliqué. Un vin de France, ça marque moins bien, alors que c'est
c'est fait sur le domaine, enfin, c'est tout pareil, quoi. Mais du coup, il faut s'adapter parce que dans le cahier des charges, on a le droit à la roussanne, la marsanne, le vionnier, la clairette, le bourboulinque. Et après, on ne sait pas accessoire, on a l'uni blanc ou le pique-poule. Je crois que c'est à peu près la liste. Il y en a peut-être un de plus que j'ai oublié. Mais du coup, on est vite bloqué. Il faut garder ces cépages-là en tête, faire son assemblage si on a envie. Oui, tester d'autres cépages. La semaine dernière, on faisait une dégustation. Il y avait un Assertico. C'était super intéressant. Mais après, est-ce qu'on perd notre identité, évidemment. Donc, c'est à voir. Là, il y a 2 ans, je me suis amusée. J'ai planté un petit peu de chenin. Parce que j'adore ce cépage et je veux voir ce que ça va faire. On fera peut-être une petite bulle ou quelque chose. Mais pour l'instant, ça réagit hyper bien. On n'a pas encore fait de récolte, mais ça viendra. Et finalement, le chenin, des gens disent mais il fait beaucoup trop chaud ici. Et c'est pas vrai, il y en a en Afrique du Sud, donc pourquoi pas, quoi. Madeline m'emmène maintenant au caveau de dégustation pour un petit tour d'horizon des merveilles du domaine. Ça, c'est la cuvée La Ponce. C'est le premier blanc que mon père a fait. C'est les parcelles qui sont autour du domaine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Rasteau n'est pas cru en blanc. Donc, toutes nos parcelles de blanc plantées sur l'appellation ont été déclassées en Côte-du-Rhône lors de la session au cru en 2010. On est sur un assemblage de roussanne, marsanne, grenache blanc et clairette, vinifié en cuve inox et en amphore, justement. Et ça, c'est un blanc plutôt profil sur la fraîcheur, la minéralité, la tension. Enfin, j'aime beaucoup ce blanc. Il est assez versatile. Sur celui-là, vous êtes en appellation Côte-du-Rhône. Ouais. C'est pas non plus Côte-du-Rhône village, ni avec une dénomination. Vous pourriez être en Côte-du-Rhône village sur celui-là ou pas ? Non, on ne pourrait pas être en Côte-du-Rhône village sur ce blanc, puisqu'il est sur les terres de Rasteau. Et que lorsque Rasteau est passé cru, on a été déclassé en Côte-du-Rhône, mais impossible d'être en village, quoi. C'est vraiment l'air Côte-du-Rhône ou rien. Et le projet d'intégrer les blancs au cru de Rasteau, il existe ? C'est une volonté aujourd'hui ? Oui, sur le syndicat de Rasteau, on travaille justement sur un cahier des charges pour un jour passer en cru en blanc également. Mais c'est un travail de longue haleine, je pense qu'il va falloir encore... Ça doit faire déjà 5 ans qu'on est dessus, et il va falloir attendre encore 5 de plus au moins. Ça, c'est moins exubérant que le petit scarabée blanc. Au contraire, c'est plus élégant. Ouais, c'est très élégant. Effectivement, c'est un peu plus un vin de bouche que d'aromatique, quoi, mais c'est très salivant en fin de bouche. Ça donne envie d'y revenir. Il y a une belle longueur. Qu'est-ce qu'on fait comme accord là-dessus, là, d'après toi ? Avec quoi t'aimes boire ça ? Ça, je le vois bien avec des ceviches de poisson ou tartare de Saint-Jacques, enfin quelque chose de frais pour l'été. Ou même un poisson grillé, enfin quelque chose de simple, mais de bon. Ouais, y a un côté citron vert, là, citron confit qui est super agréable, qui donne de la gourmandise. Ouais. Très bon. En route maintenant pour Gigondas, où je suis attendu par Jean-Marie Amadieu. Le domaine Pierre Amadieu est un domaine qui compte dans ce village situé au pied des dentelles de Montmirail. Et il se trouve que Jean-Marie a beaucoup de belles histoires à raconter. Bonjour Jean-Marie Amadieu. Bonjour Romain. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui à Gigondas. On est au domaine Pierre Amadieu. On profite d'une magnifique vue sur le village de Gigondas et sur les dentelles de Montmirail, sous un beau soleil de printemps. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Je m'appelle Jean-Marie Amadieu. Mon grand-père Pierre Amadieu a créé le domaine en 1929, ici à Gigondas. Et je fais partie de la 3e génération qui exploite le domaine avec mon père, mon frère et mes cousins. Voilà. Alors Pierre Amadieu, c'est un grand domaine, à la fois par la réputation et par la taille. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du domaine dans son ensemble et des terroirs que vous avez, s'il te plaît ? Donc on a effectivement un domaine
Ici, à Gigondas, on exploite 115 hectares de vignes sur l'AOC Gigondas. On exploite également une vingtaine d'hectares de vignes sur l'AOC Kéran et également quelques vignes en appellation Côtes-du-Rhône. Et donc, ces vins de domaine sont complétés par des achats de raisins et de vins pour notre activité de négociant. Voilà, donc on est négociant sur l'ensemble des principales appellations de la vallée du Rhône Sud et également un petit peu dans le nord, sur l'AOC Saint-Joseph. Voilà, ça nous permet d'avoir une gamme complète de vins de la vallée du Rhône. La partie négoce, la partie domaine, ça représente quoi à peu près dans votre business chaque année ? Donc on commercialise environ 2/3 de vins du domaine et 1/3 de vins issus de négoce. Voilà. Mais l'ensemble des vins de Gigondas et de Kéran sont issus uniquement de notre propre exploitation. Alors, tu es une des 3 personnes que je rencontre aujourd'hui pour parler des vins blancs des Côtes-du-Rhône. C'est pas forcément la couleur à laquelle on pense en premier, même s'il y a une production relativement importante dans la région et qui croît ces dernières années. Et vous avez quand même une tradition de blanc depuis un petit moment, avec un cépage qui est très important dans le coin, c'est la Clairette. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi vous êtes attaché depuis si longtemps à faire des blancs ? On va commencer par ça, s'il te plaît. Effectivement, mon grand-père avait planté en 1952 des vignes de Clairette, ici, sur nos terroirs de Gigondas. À l'époque, la Clairette était répandue dans le Languedoc et dans la vallée du Rhône Sud. Elle servait à produire des vins blancs d'apéritif. Elle servait de base pour des apéritifs comme le Noilly Prat, par exemple, ou d'autres apéritifs aromatisés. Elle était également vinifiée en vin légèrement doux et oxydatif. C'était des vins blancs rancio. Okay. Et d'ailleurs, mon grand-père les élevait en foudre, légèrement en vidange, dans une cave sous les toits où elle prenait la chaleur pour justement aider ce processus d'oxydation de la Clairette. Donc c'est un cépage qui supporte bien l'oxygène, en tout cas qui produit des oxydations nobles. D'accord. Donc la Clairette était très répandue dans les années 50. Et lorsque le cahier des charges de l'AOC Gigondas a été décrété en 1971, l'AOC Gigondas ne pouvait produire uniquement que des vins rouges et rosés. Donc la plupart des vignerons de Gigondas qui avaient des vignes plantées ici en blanc les ont arrachées pour produire des rouges. Mais mon grand-père avait sa gamme de négoce et avait besoin de produire, notamment pour la restauration des côtes du Rhône blanc. Et comme on avait un grand potentiel de vignobles qui n'était pas encore tout planté dans les années 50, mais un grand potentiel de vignobles, il s'est dit je peux me permettre de garder ces vignes de Clairette pour produire mon côte du Rhône blanc, d'accord ? Pour garder la maîtrise du processus de vinification, de la culture de la vigne, etc. Et donc, on a gardé cet héritage de 7 hectares de Clairette jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que l'appellation Gigondas Blanc soit décrétée sur le millésime 2023. Et donc, ce savoir-faire de vinification des blancs qui a été un petit peu oublié finalement ici à Gigondas, mais qui revient en force. Et on a étoffé notre gamme de blancs avec des achats de raisins sur d'autres appellations. Aujourd'hui, on produit 2 Kéran blancs, on produit un Vaqueras blanc, des Côtes du Rhône blancs, etc. Donc, on prend beaucoup de plaisir à vinifier les blancs de la vallée du Rhône. Voilà, et notamment la Clairette. On va essayer de regarder l'image d'un peu plus loin. Qu'est-ce qui fait qu'on peut produire des bons blancs dans la vallée du Rhône ? Alors, on a une mosaïque de terroirs très importante, d'accord ? Des climats aussi variés. Donc, des climats variés, des sols très différents et la possibilité de jouer avec beaucoup de cépages, d'accord ? Également, des processus de vinification qui sont en perpétuel mouvement. Donc, on est sans arrêt en train d'expérimenter, de pouvoir vraiment trouver le processus qui répond le mieux à notre terroir et au climat, ce qui nous permet en fait
d'avoir une mosaïque très complète de profils, de blancs, et qui répondent à tous les goûts que peuvent avoir les différents consommateurs, quoi. On a déjà mentionné la clairette, je voudrais qu'on fasse vraiment un focus là-dessus parce que c'est quand même une zone qui est particulièrement propice à ce cépage. Est-ce que tu peux justement nous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une si bonne adéquation entre les sols, le climat et la clairette? Voilà, alors on part tout d'abord d'un constat que, comme on disait tout à l'heure en introduction, la clairette était implantée massivement dans le Languedoc et dans le sud de la vallée du Rhône dans les années 50. Donc c'est qu'il y avait une raison. Les anciens observaient beaucoup, peut-être plus qu'aujourd'hui, les sols, le climat et l'adéquation entre les cépages et le sol. On produisait des vins non pas pour répondre peut-être au marché, mais plus en fonction de ce qui poussait dans la zone où on était. Et en effet, aujourd'hui, on se rend compte que cette clairette répond bien aux défis que nous lance le climat depuis une dizaine d'années, depuis une quinzaine d'années. La clairette mûrit doucement, mûrit lentement. On peut suivre l'évolution de la maturité sans paniquer et sans se précipiter comme on le fait pour d'autres cépages où la fenêtre de récolte est très très courte. Ça se joue parfois à la journée, c'est-à-dire que pour certaines roussanes ou certains vionniers, le raisin peut ne pas être mûr le 25 août et déjà trop mûr le 27 août. Donc elle mûrit doucement, elle résiste très bien à la sécheresse et à la chaleur. D'accord, elle a un port dressé naturellement, donc on la taille ici traditionnellement en gobelet. Et le gobelet, vous voyez cette forme de chandelier, permet de créer une zone de fraîcheur à l'intérieur du cep de vigne. Et les raisins sont protégés à l'extérieur par une couronne de végétation qui permet de garder les raisins à l'ombre et au frais. La clairette produit des grappes assez lâches, d'accord. Ça ne fait pas des raisins boudinés qui peuvent craindre l'éclatement de la baie et après la pourriture. Donc en fait, elle a des pellicules assez épaisses, des grappes assez lâches, et donc elle mûrit. Ouais, en toute petite pause, il y a un camion qui passe juste en dessous des fenêtres là, parce qu'il y a quand même la vie du domaine autour de nous. Et donc voilà, c'est ça que vous avez pu entendre. Vas-y, je t'en prie, tu peux continuer sur la clairette. Et donc voilà, ces grappes assez lâches et ces pellicules épaisses font qu'elle mûrit sans craindre le botrytis quand les pluies de septembre arrivent. Et elle résiste aussi bien aux maladies qu'on peut avoir lorsqu'on a des printemps pluvieux, qu'on a un peu de mildiou ou d'oïdium. Elle résiste assez bien à toutes ces pressions phytosanitaires. On parle beaucoup de la clairette là, mais vous ne l'utilisez pas uniquement en monocépage. Il y a aussi des assemblages qui fonctionnent bien. Quels sont les autres cépages que vous avez à votre disposition Alors on a planté il y a une dizaine d'années un hectare à titre expérimental ici sur l'appellation Gigondas, mais qui était donc vinifié en AOC Côte-du-Rhône jusqu'au millésime 2023. Et on a planté 1 hectare de roussanne, marsanne et vionnier, d'accord, qui entre aujourd'hui dans l'assemblage d'un de nos Gigondas blancs. C'est très intéressant et ça nous permet justement de comparer un petit peu les aptitudes culturales de chacun des cépages vis-à-vis de la clairette et chacun des cépages entre eux. Alors on se rend compte, c'est sur un terroir qui est à 450 mètres d'altitude, d'accord, exposé nord, un terroir plutôt frais, avec une trame argileuse assez importante, même si on retrouve toujours beaucoup de calcaire dans ces sols-là. Tout est fait pour que ce soit assez tardif. Donc c'est des terroirs plutôt tardifs, et comme je te disais, ce sont des cépages qui craignent un peu le climat chaud et sec du sud de la France, et donc on les a plantés plutôt sur ces terroirs-là. La roussanne a tendance à plutôt souffrir
et a tendance à roussir, hein, elle porte bien son nom. Donc là, il faut toujours être très réactif autour du 25 août pour la ramasser. Si elle roussit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le risque? Alors, si elle roussit trop, on en fait des raisins secs. Si elle roussit et qu'elle ne bascule pas sur la surmaturité, ben là, on obtient de très grandes roussanes, comme on en a dans la vallée du Rhône Sud, hein, pas que dans le Rhône Nord. Et on obtient de très grandes roussanes avec des aromatiques prononcées, beaucoup de complexité aromatique, de générosité en bouche. Voilà. Donc on essaye de saisir cette fenêtre-là pour la vendanger. La Marsanne, elle, me semble très intéressante. Elle apporte de très beaux amers en bouche, hein, de l'amertume. On pourra en reparler d'ailleurs de l'équilibre et de la fraîcheur dans le sud de la vallée du Rhône. C'est quelque chose de très complexe, très intéressant et qui va au-delà de l'acidité. Et donc la Marsanne est intéressante justement parce qu'elle apporte une fraîcheur via son amertume, comme la clairette d'ailleurs. La clairette, une de ses principales expressions variétales, c'est l'amertume. Et enfin le vionnier qui nous surprend parce qu'on pourrait croire que c'est le cépage qui souffrirait entre guillemets le plus de ces excès du climat, mais qui s'adapte très bien sur ce vignoble ici à Gigondas. Alors il faut l'utiliser avec parcimonie parce qu'il a une aromatique très marquée et donc il peut vite prendre le dessus dans un assemblage. Mais il s'adapte plutôt bien sur ce terroir. Voilà, donc c'est les 3 cépages qu'on a expérimentés. On a également un hectare de Picpoul gris planté. D'accord. Donc le même cépage qu'on trouve dans le Languedoc pour l'appellation Picpoul de Pinet, Exactement. qui revient un peu sur le devant de la scène Voilà. ces dernières années. À l'orthographe, juste un petit peu différence de l'appellation Picpoul, mais qui revient sur le devant de la scène et qui est très intéressant. Donc là, c'est des vieux Picpoul qu'avait planté mon grand-père en même temps que les clairettes, hein, d'accord. Qu'est-ce qui t'apporte ce cépage? Pourquoi c'est intéressant? Beaucoup d'acidité, de tension, de peps dans les vins blancs. Et c'est un des rares cépages finalement dans le sud qui produisent des vins blancs avec de tels niveaux d'acidité. On est presque sur des niveaux d'acidité de chardonnay à Chablis. Donc c'est très intéressant à ajouter dans la mosaïque de l'assemblage des vins blancs du Sud. On touche du doigt un sujet important qui est que quand tu parles d'acidité, de fraîcheur, on a différents profils de vins dans les blancs de la vallée du Rhône et on le verra tout à l'heure quand on fera la dégustation. Mais on a des vins qui sont plutôt vifs, d'autres qui sont un peu plus fruités et gourmands, d'autres qui sont un peu plus généreux avec beaucoup plus de volume en bouche. Ces dernières années, quand même, avec le changement climatique dont tu as déjà parlé plusieurs fois, les vins sont devenus, le vin de manière générale, j'entends, dans la vallée du Rhône et ailleurs, ont un peu plus de corps, un peu plus d'alcool. Malgré tout, ici, les blancs, moi, ce que j'ai pu goûter jusqu'à présent, on n'a pas du tout des vins qui sont lourds. On arrive à garder de la fraîcheur et, comme tu l'as dit hors antenne, qui va au-delà de l'acidité. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se fait qu'on arrive à garder cette fraîcheur dans les vins qui les rend digestes? Je pense que la fraîcheur aujourd'hui est le dénominateur commun à l'ensemble des vins blancs des Côtes du Rhône, qu'on soit généreux et complexe, qu'on soit fruité et gourmand, qu'on soit vif et frais. Il faut que l'équilibre en bouche soit porté par la fraîcheur afin que le vin ne soit pas trop lourd. Pour atteindre ce niveau de fraîcheur, il est difficile de préserver de l'acidité naturelle dans les raisins blancs, ici dans le sud, puisqu'on a des étés chauds et secs, de plus en plus longs, et donc qui dégradent l'acide malique. L'acide malique, c'est l'acide de la pomme verte, hein, c'est l'acide qui apporte qui fait saliver et de la vivacité en bouche. Et donc cet acide-là est dégradé dans les raisins.
Le risque, pardon, excuse-moi de te couper, mais le risque, c'est que si on veut à tout prix aller chercher cet acide-là, c'est qu'on a des raisins qui sont en sous-maturité et donc on a des arômes Verts, voilà, végétaux, etc. relativement désagréables. Désagréables. Et donc, l'idée, c'est de continuer à vendanger les cépages à leur optimum de maturité, mais l'équilibre naturel acide est décalé par rapport à la maturité aromatique. Donc on va plutôt jouer sur d'autres types d'équilibres qui amènent une sensation de fraîcheur, une fraîcheur sapide ou saline qui compense en fait le manque d'acidité. Donc tu as cette amertume qui est un des leviers, et également le terroir. La clairette plantée sur le calcaire, donc quand elle est sur son terroir de prédilection, va exprimer un côté un peu crayeux, d'accord, minéral. Alors le terme de minéralité est très complexe, difficile à définir, mais on a quand même cette sensation de sel, donc de salinité en bouche, et encore une fois, ce sont des sensations qui font saliver. Donc, tu vois, si on arrive à jouer sur un équilibre entre l'amertume, l'acidité naturelle, qui elle n'est pas dégradée, apportée par l'acide tartrique du raisin, et le terroir qui peut apporter de la minéralité, on a comme ça un triangle qui nous permet d'accentuer plus ou moins un des aspects et de garder cette sensation de fraîcheur en bouche. À la cave, sur quels paramètres tu peux jouer pour conserver cet équilibre ou définir l'équilibre que tu souhaites avoir dans les vins? Le fait d'avoir des raisins dans un bon état d'équilibre naturel, comme on l'utilisait tout à l'heure, on essaye d'approcher au maximum la maturité technologique, qui est la maturité sucre-acide, et la maturité aromatique. La clairette permet vraiment de synchroniser ces deux maturités-là. Donc, une fois que ces raisins sont récoltés, on essaye de les préserver au maximum pour éviter l'écrasement et l'oxydation des jus, pour garder le maximum d'aromatique, d'accord, et de fraîcheur aromatique. C'est déjà aussi un point important. Donc, on protège les mous, les jus de l'oxygène. On les vinifie plutôt à basse température, d'accord. La vinification à basse température permet de garder un peu plus de tension et de fraîcheur aromatique. Okay. On va limiter, on a plutôt tendance à élever la clairette en fût, car elle a quand même besoin de voir pendant sa vinification de l'oxygène. C'est un cépage qui est très capricieux, qui peut être réducteur pendant la vinification et ensuite oxydatif pendant l'élevage. Donc pendant la vinification, on préfère que la clairette voie de l'oxygène, donc on a plutôt la tendance à la vinifier sous bois, d'accord. Et également, on va essayer de travailler sa structure avec l'élevage sous bois, qui lui permet d'affirmer un peu sa structure en bouche. Et c'est cette structure après qui est un peu le support de la fraîcheur et de la longueur en bouche, d'accord. Donc paradoxalement, on pourrait imaginer que l'élevage sous bois peut alourdir un vin blanc. Dans un autre sens, la clairette sous bois, elle préserve sa fraîcheur aromatique et affirme sa structure, ce qui va exacerber son équilibre et sa fraîcheur en finale. Vous gardez beaucoup de lit ou pas? On élève systématiquement la clairette sur lit pour la nourrir, parce que c'est un cépage qui peut être plutôt réservé, plutôt léger. Donc l'élevage sur lit la nourrit et la préserve aussi de l'oxydation. Mais encore une fois, on essaye toujours on bâtonne toujours un peu en vinification, mais en évitant les excès de bâtonnage. C'est-à-dire qu'une fois que la fermentation est terminée, on ne bâtonne plus pendant l'élevage, pour éviter justement d'apporter un peu trop d'onctuosité et de gras au vin. Mais on bâtonne quand même en vinification pour justement remettre un peu ces lies en suspension, nourrir le vin, éviter les réductions et préserver le jus.
Et enfin, en élevage, on élève les vins blancs assez longtemps sous bois pour bien intégrer l'aromatique du fût. Et voilà. Dernier point peut-être que tu n'as pas mentionné, la fermentation malolactique. Est-ce que vous la faites ou pas? Est-ce que ça dépend des cuvées? Alors, on a plutôt tendance à la bloquer. D'accord? On bloque la fermentation malolactique justement pour préserver le peu d'acide malique restant dans les mous et garder cette fraîcheur acide naturelle. En effet, oui, on la bloque que ce soit sur les clairettes ou les autres cépages. Ok. Je te propose qu'on passe à la dégustation. Il y a une belle rangée de bouteilles sous mes yeux et on va pouvoir discuter un petit peu des différents profils de vin. Je te sers un assemblage de Viognier et Clairette qui, à mon sens, est intéressant pour jouer sur la complémentarité entre... Aujourd'hui, vendanger un Viognier en sous-maturité, pour moi, n'a pas trop de sens. On ne peut pas demander à un Viognier de produire à la fois de l'acidité et de la fraîcheur et en même temps d'exprimer tout son potentiel aromatique. La Clairette apporte sa structure, la fraîcheur et l'équilibre en bouche. Et le Viognier, ramassé à bonne maturité, amène tout son côté aromatique qu'on apprécie dans le Viognier, l'abricot et tout ce côté un peu fruité et gourmand qu'on peut retrouver dans le cépage. Voilà. Qu'est-ce qui marche d'après toi là? Pourquoi est-ce que c'est deux cépages qui sont complémentaires? Complémentaires parce que chacun s'exprime sur son domaine de compétence, entre guillemets. La Clairette est très discrète. Hein. On continue à parler de la Clairette cette fois sur le côté aromatique. Je te disais tout à l'heure que la Clairette est discrète. La Clairette s'exprime plutôt sur des notes florales, sur le tilleul, l'anis. Je parle de caractéristiques générales. Ça s'exprime ensuite différemment sur chaque terroir. Mais c'est le tilleul, l'anis, le pamplemousse, des notes d'agrumes, mais plutôt, tu vois, écorce de pamplemousse, plutôt portée par l'amertume. Voilà, ça c'est le fenouil également. Voilà, ça, c'est les notes typiques, mais plutôt discrètes de la Clairette. La pierre à fusil, je te parlais tout à l'heure de réduction. On a souvent sur de la Clairette sur calcaire ces notes un peu réductrices comme la pierre à fusil, minérale. Et le Viognier, lui, est beaucoup plus exubérant en aromatique, va apporter le côté abricot, parfois un peu pêche blanche, des fruits à chair blanche, voilà, des choses comme ça. Donc là, c'est le côté aromatique du Viognier qui va s'exprimer. En bouche, en revanche, on a le côté tension, minéralité, structure de la Clairette qui va porter le vin et équilibrer le côté plus opulent et généreux du Viognier. Ouais. Donc c'est vraiment la complémentarité des deux cépages ici qui fonctionne, sans que chacun n'ait de caractère trop prononcé qui pourrait se superposer. Tu vois, le Viognier n'apporte pas ici d'amertume, c'est la Clairette qui porte ça. Il n'y a pas de caractère qui s'additionne, qui pourrait en faire un vin déséquilibré. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. C'est plutôt fin, plutôt élégant. Ouais. Voilà. C'est vraiment bon. On passe au suivant. Alors, je te propose de déguster un Côtes-du-Rhône blanc, ici à la fois issu du domaine et également d'achat de raisins et de vins. On choisit dans nos assemblages et dans nos achats toujours une part majoritaire de Clairette. Bon, tu l'auras compris, mais c'est vraiment notre signature chez Pierre Amadieu. Donc ici, dans cet assemblage, on a 70% de Clairette assemblée avec du Grenache blanc, qui est encore une fois très complémentaire en termes d'apport de
d'ossature du vin, un peu comme dans le Grenache noir. C'est un cépage assez dense, assez puissant, riche, qui va venir compléter la clairette. Et ici aussi, on a une vinification en cuve inox, tout petit peu de clairette en fût, mais plutôt en cuve inox pour garder ce profil plutôt frais et vif. Donc c'est en 2023. 2023. La cuvée Roule-Pierre. Ouais, Côtes-du-Rhône, ouais. Roule-Pierre. Je trouve que là, on a typiquement ce dont on parlait tout à l'heure sur la fraîcheur, qui est effectivement, il n'y a pas énormément d'acidité, mais il y a ce côté fraîcheur mentholée qui prend la bouche et qui fait que c'est hyper facile à boire, mais on n'a pas du tout le côté acidité tranchante qu'on peut avoir dans d'autres régions. Mais malgré tout, ça équilibre très bien l'alcool, qu'on sent pas particulièrement. Je sais pas combien il y a dans ce vin-là, mais c'est un vin qui est sur un très bel équilibre. Et bien voilà, vous l'aurez compris, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses avec les Côtes-du-Rhône blancs. Alors n'hésitez pas à rafraîchir votre été avec ces vins délicieux. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation Romain Becker. Merci à Emmanuel Nappet pour la post-production. Merci Madeleine, Philippe et Jean-Marie pour votre formidable accueil. Merci à l'appellation Côtes-du-Rhône de nous avoir fait confiance et un grand merci à Marjorie Preux d'avoir orchestré parfaitement ce sujet. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon!